Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Paris, présidente de la commission d'évaluation santé publique pour quelques jours encore. Et je vais laisser mes collègues se présenter et avant qu'on commence la réunion. Bonjour, donc Morgane Lebaille, je suis adjointe au service d'évaluation des dispositifs de la HAS. Bonjour, Marguerite Candel, je suis responsable de la cellule de coordination médico-économique à la HAS. Bonjour, Faraz Chamrou, chef de projet médico-économique au service d'évaluation des dispositifs médicaux. Merci. Donc, bienvenue à tous à ce séminaire, ce webinaire plus exactement. Vous savez sans doute que l'objectif de cette réunion, c'est de présenter les objectifs de l'expérimentation que la HAS propose pour documenter l'impact budgétaire des dispositifs médicaux numériques et puis de donner des indications sur les modalités pratiques et méthodologiques de cette évaluation. En préliminaire, j'aimerais vous rappeler les motivations de la mise en place de cette expérimentation et un peu. Au moment de la mise en place de l'évaluation médico-économique des biens médicaux, il y a quelques années, celle-ci a d'abord été réservée aux médicaments ou aux DM innovants qui étaient susceptibles d'avoir un impact significatif sur les dépenses d'assurance maladie, un impact organisationnel ou un impact sur la prise en charge des patients ou un impact sur les pratiques professionnelles. Il suffisait donc que le promoteur de la nouvelle technologie revendique l'un de ces impacts pour être éligible à l'évaluation économique et il devait alors fournir une analyse d'efficience, c'est-à-dire une analyse qui met en perspective le différentiel de coûts associé à l'adoption de la technologie et le différentiel de bénéfices cliniques. Cette analyse d'efficience est toujours, quand elle existe, analysée par la CESP. Et dans certains cas, les DM étaient aussi soumis à l'évaluation d'un impact budgétaire. Dans la pratique, on a observé que très peu de DM étaient éligibles à l'évaluation médico-économique. Le seuil d'affaires qui existait et qui existe toujours ne concerne pas beaucoup de dispositifs médicaux, et lorsque ce seuil n'était pas atteint, les industriels en général ne revendiquaient aucun impact organisationnel ou de prise en charge des patients ou sur les pratiques professionnelles. Pourtant, on observait que aussi bien auprès de la CNEDIMS que du CEPS, il n'était pas rare que les promoteurs de dispositifs médicaux tentent de faire valoir un impact organisationnel pour obtenir un avantage en termes d'amélioration du service, du service attendu ou rendu, ou en termes de prix. À la HAS, nous avons toujours interprété cette dissonance comme une réticence des industriels du dispositif médical à se lancer dans des analyses d'efficience qui sont, c'est vrai, assez exigeantes en termes de méthodologie et de données. En 2002, lorsque nous avons révisé les critères d'éligibilité pour diverses raisons, nous avons modifié les critères d'éligibilité à l'évaluation médico-économique pour les dispositifs médicaux. Et aujourd'hui, seuls ceux qui revendiquent un ASA ou ASR 1 à 3 et qui ont un CA, un chiffre d'affaires prévisionnel en deuxième année supérieur à 20 millions d'euros hors taxes, sont éligibles à une évaluation de l'efficience. En parallèle, nous avons voulu donner l'opportunité aux promoteurs de DM numériques qui revendiquent un ASA ou un ASMR 1 à 4 et un impact sur l'organisation des soins susceptible d'induire des économies pour l'assurance maladie. Nous avons voulu offrir la possibilité de documenter cet impact budgétaire et de le faire valider par la CESP afin qu'il puisse être considéré par le comité économique des produits de santé au moment de la négociation de prix. Évidemment, dans notre esprit, tout ça ne remplace pas une analyse d'efficience, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir un dispositif médical qui induise des coûts très élevés pour des années de vie gagnées, pour une année de vie gagnée en bonne santé, tout en permettant des économies pour l'assurance maladie.
Autrement dit, la solution de documenter l'impact budgétaire seulement sans faire une analyse d'impact budgétaire est sous-optimale dans l'optique d'éclairer la négociation de prix. Mais malgré tout, dans une approche pragmatique, nous avons considéré que l'information pouvait être à la fois utile au comité économique des produits de santé et plus facile à produire pour les industriels, les promoteurs les entreprises et promoteurs de dispositifs médicaux. En effet, on va vous expliquer tout ça dans la suite de cette présentation. La documentation de l'impact budgétaire reste exigeante d'un point de vue méthodologique. Elle demande d'avoir à la fois des données probantes sur le côté clinique, mais aussi des données sur les consommations de ressources médicales, avec et sans le nouveau dispositif. Mais elle ne requiert pas d'extrapoler ces données au-delà d'un horizon de 3 à 5 ans, ce qui fait que d'un point de vue pratique, c'est quand même beaucoup plus facile, bien qu'exigeant, je le répète, à fournir que les analyses d'efficience. Donc tout ça va être développé dans la suite de ce séminaire et bien sûr très développé aussi dans le guide méthodologique pour l'analyse d'impact budgétaire qui a été publié en 2016 pour la HAS. Mais tout ceci vous sera donné dans la suite du webinaire. Donc, nous espérons que les entreprises concernées seront intéressées par cette expérimentation et soumettront des dossiers. Les équipes de la HAS se sont engagées fortement à les accompagner et nous allons donc vous présenter le processus. Avant de laisser la parole à mes collègues, je souhaiterais vous préciser que nous avons choisi de privilégier les échanges oraux pendant cette réunion. Et je vous invite donc à lever la main si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire. Nous vous donnerons la parole et puis de vous présenter avant de parler, si possible. Sur ce, je laisse la parole à Morgane Lebaille qui va également dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, c'est dans ce contexte de multiplication des technologies de santé et notamment pour la partie dispositifs médicaux numériques que la HAS a lancé l'expérimentation dont on parle aujourd'hui. Parce que effectivement, ces technologies de santé ont un impact sur les pratiques professionnelles, sur les conditions de prise en charge des patients et bien sûr sur le budget de l'assurance maladie. En 2020, la HAS a réalisé un guide qui cartographiait les impacts organisationnels afin de permettre l'identification et la documentation des modifications d'organisation du système de santé induites par les technologies de santé. Comme mentionné, la HAS évalue la dimension économique des produits de santé selon certains critères d'éligibilité, mais c'est vrai que dans les faits, quand des impacts organisationnels sont revendiqués, peu de dispositifs médicaux font finalement l'objet d'une évaluation médico-économique. À la suite de la publication du guide de cartographie des impacts organisationnels, la CNEDIMS s'est mobilisée pour intégrer justement l'appréciation de cet impact organisationnel dans la détermination de l'intérêt de santé publique et qu'elle évalue. Et une réflexion a également été menée pour déterminer la meilleure façon de prendre en compte la dimension médico-économique dans la valorisation de cet impact organisationnel. Et comme cela a été précisé par Valérie Paris, la HAS a révisé en 2022 les critères d'éligibilité des produits de santé à l'évaluation médico-économique, tout en mettant en place cette expérimentation qui permet de donner la possibilité aux industriels de valoriser lorsqu'ils l'estiment utile l'effet de leurs dispositifs médicaux numériques sur l'organisation du système de santé. Il est donc possible de soumettre une analyse d'impact budgétaire lors d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription ou remboursement d'un dispositif numérique. Et cette démarche est tout à fait volontaire et à l'initiative des industriels. Donc, c'est une expérimentation qui est ouverte aux fabricants de dispositifs médicaux numériques mobilisant des logiciels à des fins médicales. Ces dispositifs médicaux numériques sont à destination de la LPPR et ne correspondent pas
ne sont pas concernés les dispositifs médicaux numériques qui rentrent dans le cadre de la télésurveillance, parce qu'ils font l'objet d'un forfait à part entière. Et donc, lorsque un fabricant revendique un impact organisationnel pour un dispositif médical numérique avec une revendication d'ASA ou d'ASR majeure jusqu'à mineur, donc jusqu'à 4, ils peuvent déposer un dossier avec une analyse d'impact budgétaire, ce qui permettra d'aider le CEPS à fixer le prix le plus juste possible pour les innovations. Donc, je vous remercie encore une fois d'assister à ce webinaire et donc je laisse la parole à Fares Chamrouk et Marguerite Candel pour la suite. Merci Morgane. Donc, nous allons maintenant vous présenter le cadre de l'expérimentation et les mesures d'accompagnement. Nous allons également brièvement vous rappeler les modalités de dépôt qui sont dans la plupart très similaires aux modalités de dépôt des dossiers économiques classiques. Donc, on pourra discuter plus longuement de ce sujet lors du temps d'échange, mais là, ça sera une présentation très brève de ces modalités de dépôt. Concernant l'objectif de l'expérimentation, comme Valérie et Morgane vous l'ont présenté, l'objectif est réellement de proposer aux industriels l'opportunité de valider donc l'impact budgétaire de leurs produits sur l'organisation du système de santé. Dans la plupart des cas, ces dispositifs médicaux numériques vont générer des économies pour l'assurance maladie de par leur impact organisationnel qu'ils vont avoir sur notre système de santé. Afin de pouvoir valider donc cette économie générée d'une analyse d'impact budgétaire, il vous est ici offert l'opportunité donc de faire valider par le biais de cette expérimentation votre analyse d'impact budgétaire et donc de fournir auprès du CEPS, au moment de votre négociation de votre tarif sur votre DMN, un outil de négociation validé par la CESP. Cette expérimentation est fixée sur une durée de 3 ans qui pourra être renouvelable. Il y aura donc un bilan intermédiaire ainsi qu'un bilan final de cette expérimentation à l'issue des 3 années. Concernant le champ de l'expérimentation, les dispositifs médicaux concernés par cette expérimentation sont les dispositifs médicaux dont la finalité médicale est principalement atteinte grâce à la mobilisation de leurs composantes numériques. Ces dispositifs médicaux numériques doivent répondre aux conditions d'inscription sur la liste des produits et prestations, c'est-à-dire être marqué CE et destiné à un usage individuel. Un point de vigilance doit toutefois être précisé et concerne les dispositifs médicaux numériques destinés aux activités de télésurveillance. En effet, ces dispositifs médicaux dits de télésurveillance relèvent d'une tarification spécifique et n'entrent pas dans le champ d'application de cette expérimentation. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, comme mentionné précédemment, celle-ci est ouverte aux dispositifs médicaux numériques pour lesquels sont revendiqués une ASA ou une ASR majeure importante, modérée ou mineure, c'est-à-dire des niveaux allant de 1 à 4, et pour lesquels sont revendiqués un impact sur l'organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades, se traduisant par de potentielles économies générées pour l'assurance maladie. Il est ainsi donné la possibilité aux industriels de valoriser l'effet sur le budget de l'assurance maladie, des modifications qu'auraient leurs dispositifs médicaux numériques sur l'organisation des soins, des pratiques professionnelles et les conditions de prise en charge des malades. Cette expérimentation étant ouverte aux dispositifs médicaux numériques revendus des niveaux d'ASA ou d'ASR allant de 1 à 4, elle permet d'élargir considérablement les dispositifs médicaux susceptibles d'être évalués par la CESP, et ce afin de constituer un levier de négociation tarifaire avec le Comité économique des produits de santé, et ce afin d'obtenir une tarification optimale des innovations de santé. Comme précisé par Marguerite, des pièces attendues sont similaires à celles couramment déposées pour les dossiers médico-économiques, à l'exception qu'elles ne concernent que l'analyse d'impact budgétaire. Il est toutefois important de noter que la soumission se fait sur la plateforme de la Haute Autorité de Santé et que les dossiers médico-techniques et médico-économiques, c'est-à-dire les dossiers soumis auprès de la CNEDIMS et le dossier soumis auprès de la CESP, doivent être déposés de façon concomitante.
Pour ce qui est des modalités d'évaluation des dossiers, dans le cadre de cette expérimentation, elles sont assez similaires à ce qui est réalisé et observé dans le cadre des dossiers déposés dans le cadre du droit commun. Les étapes commencent avant le dépôt par la possibilité de solliciter des rencontres pré-dépôt afin de bénéficier d'orientations méthodologiques et se poursuivent après le dépôt par la phase d'expertise initiale. On vient ensuite l'échange technique et l'expertise finale. Par la suite, un projet d'avis est rédigé et examiné en CESP. Une phase contradictoire est ici aussi possible à l'issue du passage en CESP. Et par la suite de l'adoption de l'avis définitif, celui-ci sera transmis au CEPS et publié sur le site de la Haute Autorité de Santé. Merci Fares. Donc, pour rentrer plus dans la spécificité de l'accompagnement qui peut vous être proposé par l'HAS, cela concerne donc 2 types d'accompagnement. Premièrement, un accompagnement général par le biais de 2 outils. Premièrement, le webinaire que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec un enregistrement qui sera publié sur le site de la HAS afin de pouvoir le revisionner si nécessaire. L'autre outil concerne le guide de dépôt qui détaille l'expérimentation, essentiellement en se focalisant sur 3 points, le cadre et le périmètre de cette expérimentation, les modalités d'évaluation des dossiers, ainsi que les modalités de participation à cette expérimentation. En parallèle de cet accompagnement général, on peut vous proposer un accompagnement qui sera plus spécifique afin de vous aider dans la réalisation de ces analyses d'impact budgétaire sur une stratégie de santé qui est aujourd'hui peu classique, comme les dispositifs médicaux numériques. Donc, on vous propose des rencontres pré-dépôt. Donc, ça serait 2 rencontres pré-dépôt qui seront réalisées donc, avec un échange oral proposé en amont du dépôt. L'idée serait d'avoir un premier rendez-vous qui sera largement plus en amont que les rencontres pré-dépôt classiques. En général, les rencontres pré-dépôt classiques se situent autour de 3 à 6 mois avant le dépôt. Là, ça pourrait être beaucoup plus en amont afin de vous aider dans le design de votre modèle et dans les grands choix méthodologiques qui vont vous permettre de réaliser cette analyse d'impact budgétaire. On vous propose également donc l'opportunité de réaliser une 2e rencontre pré-dépôt, celle-ci qui sera beaucoup plus proche de votre dépôt final, où ici l'objet sera vraiment de discuter des choix beaucoup plus spécifiques, comme par exemple des sources de données que vous pouvez utiliser ou des méthodes de valorisation ou d'identification des coûts dans le cadre d'une analyse d'impact budgétaire. L'autre accompagnement spécifique concerne la restitution orale donc, de l'échange technique. Comme vous le savez, pour les dossiers économiques classiques, les chefs de projet peuvent vous faire parvenir donc, une liste de questions dont l'objet est vraiment de clarifier votre dossier que vous nous avez déposé afin de rendre plus pertinente l'analyse critique du dossier que nous pourrons en faire dans un second temps. L'idée ici est de vous, à l'issue de cette liste de questions qui vous sera envoyée, de pouvoir avoir un échange direct avec une restitution orale donc, de cet échange technique où vous pourrez nous répondre à chacune des questions de vive voix pour que cet échange soit plus utile pour vous. Donc, nous allons maintenant passer avec Fares sur la dernière partie qui va vous présenter la méthodologie de l'analyse d'impact budgétaire. Ici, l'objet n'est vraiment pas de vous faire un cours sur l'analyse d'impact budgétaire, mais de vous présenter les grands choix attendus, les grands choix structurants d'une analyse d'impact budgétaire qui sont attendus valides par la CESP. Ici, on va vous prendre quelques exemples qu'on a essayé un petit peu d'appliquer aux dispositifs médicaux numériques dans certains cas. Ici, comme vous l'a aussi précisé Valérie, le guide méthodologique qui fait foi reste le guide méthodologique qui a été rédigé et validé en 2016 par la HAS, puisque après avoir réalisé une revue de la littérature, il n'y a pas de spécificité, en tout cas sur les dispositifs médicaux numériques, dans la conduite d'une analyse d'impact budgétaire. Et je donne la main à Fares. Merci Marguerite. Les choix structurants de l'analyse d'impact budgétaire constituent la base méthodologique sur laquelle est construite l'analyse d'impact budgétaire. Tout d'abord, il y a le choix de l'objectif de l'AIB. Celui-ci doit permettre de valoriser l'économie générée grâce aux dispositifs médicaux numériques afin d'aider la négociation tarifaire avec le CEPS.
Par la suite vient la perspective à adopter dans la modélisation, qui constitue le point de vue à partir duquel l'analyse d'impact budgétaire est menée. Ici, la perspective recommandée par la Haute Autorité de Santé est celle de l'assurance maladie obligatoire, en accord avec l'objectif. Par la suite, l'horizon temporel qui, quant à lui, représente la période de temps pendant laquelle les coûts et les effets de santé associés aux dispositifs médicaux numériques vont être pris en compte dans l'évaluation. Ici, l'horizon temporel recommandé va de 3 à 5 ans afin de capter les évolutions du marché à court et à moyen terme. Vient ensuite la population, toujours avec les choix structurants, la population cible qui représente l'ensemble des patients éligibles à être pris en charge par le dispositif médical numérique évalué ou sans ou ses comparateurs. Pour cet élément, la Haute Autorité de Santé recommande d'aligner la population cible avec la population demandée au remboursement, et ce afin de pouvoir documenter l'impact budgétaire sur tout le champ de l'indication demandée au remboursement. Concernant les parts de marché, qui représentent le ratio entre les prévisions de vente de l'intervention de santé, ici le dispositif médical numérique, sur les prévisions de vente totale des options thérapeutiques disponibles sur le marché, c'est-à-dire les ventes du dispositif médical numérique et de ses comparateurs, et concernant la population rejointe qui ici est entendue selon sa définition économique, c'est-à-dire la population effectivement prise en charge par le dispositif médical numérique évalué. La Haute Autorité de Santé recommande de discuter des données utilisées pour l'estimation d'une part des parts de marché et des hypothèses d'évolution de celles-ci, mais aussi de la population rejointe, notamment concernant les hypothèses de substitution et de prise de parts de marché. Abordons maintenant le principe général que doit suivre l'analyse d'impact budgétaire du dispositif médical numérique volontaire à l'expérimentation. Pour rappel, l'AIB a pour objectif d'apprécier la modification dans le budget consacré à la prise en charge d'une indication qui serait induite par l'introduction ici du dispositif médical numérique volontaire. Pour ce faire, nous devons comparer les coûts totaux consacrés à la prise en charge des patients de l'indication demandée au remboursement, et ce dans l'environnement actuel, c'est-à-dire sans le dispositif médical numérique, et dans un environnement futur dans lequel le DMN serait disponible. Ainsi, dans chacun des deux environnements, il est attendu de réaliser une estimation des populations rejointes de chaque option thérapeutique. Dans l'environnement sans DMN, on estimera les populations rejointes des options thérapeutiques disponibles actuelles. Et dans l'environnement futur, c'est-à-dire avec le dispositif médical numérique, on estimera des populations rejointes des options thérapeutiques disponibles actuellement et celles du DMN aussi. Les populations rejointes sont obtenues en pondérant la population cible de l'indication par les parts de marché de chaque option thérapeutique, et ce dans chacun des deux environnements. Par la suite, il faudra appliquer des coûts directs découlant de chacune des options thérapeutiques considérées, et ce dans les deux environnements. Ceci permettra d'obtenir des coûts de prise en charge totaux dans chacun des deux environnements, ce qui permettra d'obtenir l'impact budgétaire final qu'aura la mise sur le marché du DMN volontaire, et ce en soustrayant le total des coûts de l'environnement sans le dispositif médical numérique du total des coûts de l'environnement comprenant le dispositif médical numérique. Je passe la parole pour la suite à Marguerite. Merci Fares. Donc passons maintenant au modèle de l'analyse d'impact budgétaire. Donc l'objectif de cette modélisation est de simuler l'évolution naturelle de la maladie et donc du coût de sa prise en charge pour l'assurance maladie. Ici, ce sera peut-être plus concret si nous prenons un exemple, par exemple, d'un dispositif médical numérique complètement fictif, par exemple dans une aide au sevrage sur l'addiction à l'alcool. Donc l'évolution naturelle de cette maladie, qui est donc l'addiction à l'alcool, va par exemple générer plusieurs passages aux urgences lors d'épisodes d'alcoolisation aiguë par le patient, qui peuvent même mener à des hospitalisations qui sont plus longues.
À terme, cette pathologie va évoluer jusqu'à, par exemple, à une cirrhose hépatique, mais qui, dans le cadre d'une analyse d'impact budgétaire avec un horizon temporel restreint, ne sera pas à prendre en compte, puisque, comme on vous l'a dit précédemment, l'horizon temporel doit être limité à 3 et 5 ans. C'est donc dans ce contexte que l'objectif de l'analyse d'impact budgétaire est vraiment de simuler l'évolution naturelle de la maladie, mais sur un horizon temporel qui reste restreint. Et donc, les conséquences à plus long terme de la pathologie ne sont pas à intégrer. Pour cela, on mobilise donc différentes données cliniques qui vont nous permettre de capter donc le différentiel de coûts, puisque tout est là. L'objectif de cette analyse d'impact budgétaire est de réussir à modéliser ce différentiel de coûts pour montrer une économie générée. Merci. Et donc, la HAS attend vraiment que ce modèle soit cohérent. Donc, comme je vous l'ai dit, premièrement avec l'histoire naturelle de la maladie et aussi avec l'horizon temporel restreint de l'analyse d'impact budgétaire, avec les données cliniques qui sont disponibles. Donc, si nous reprenons notre exemple d'application pour aider au sevrage alcoolique, si les données nous permettent de modéliser une diminution dans le passage aux urgences des patients, le corps du modèle d'impact budgétaire devra se focaliser sur ce critère principal. Et donc, il ne sera pas possible d'intégrer, par exemple, la diminution du risque de cirrhose à très long terme, puisque les données cliniques disponibles ne nous permettent pas de documenter ce critère principal. Enfin, l'objectif, le modèle doit être aligné avec l'objectif. Comme vous l'a dit Fares, la population cible doit être alignée avec donc la demande de remboursement et la population qui est demandée au remboursement donc auprès de la Haute Autorité de Santé. Et donc, l'analyse d'impact budgétaire doit répondre également à cet objectif qui est donc de modéliser les données cliniques qui nous permettent de répondre à cette démonstration d'efficacité sur cette indication précise. Le gros point sensible concerne les données cliniques. En effet, il est indispensable de mobiliser des données cliniques qui vont vous permettre de capter donc, ce différentiel de coûts et surtout de montrer ce différentiel de coûts qui se manifeste en général par une réduction des ressources consommées. Ici, le gold standard reste et restera des résultats issus d'un essai clinique randomisé afin d'avoir des résultats issus de données comparatives. Néanmoins, on est bien conscient que dans le cadre de stratégies de santé beaucoup plus atypiques, comme le sont les dispositifs médicaux numériques, il est beaucoup plus complexe de fournir des résultats issus d'un essai clinique randomisé de phase 3. Il faut quand même garder en tête que l'analyse d'impact budgétaire a pour but d'être comparatif et donc de comparer deux scénarios. Il est donc indispensable de fournir des résultats issus d'une efficacité comparative en documentant évidemment les limites de chaque source qui peuvent être mobilisées pour démontrer ce différentiel. Enfin, il ne faut pas négliger également les résultats de tolérance. Donc, ça peut paraître un petit peu hors sujet dans le cadre d'un dispositif médical numérique. Néanmoins, un dispositif médical numérique peut, par exemple, éviter la prise de certains médicaments et donc, ou en tout cas diminuer la prise de certains médicaments. Et donc, les résultats de tolérance peuvent être intéressants à valoriser puisqu'ils peuvent également aboutir à générer des économies. Ici, les attentes de la HAS sont classiques. Il va être surtout crucial de discuter et d'argumenter donc les données cliniques qui seront retenues. On s'attend forcément dans le cadre des dispositifs médicaux numériques que les résultats d'efficacité comparative soient avec de nombreuses limites, puisque la conduite d'un essai clinique sera beaucoup plus complexe. Donc, on attend vraiment une discussion toute particulière et une présentation de ces limites, ainsi qu'une argumentation sur le choix final des sources et de la méthode retenue. Concernant les coûts, là, l'objectif est complètement aligné avec la suite de l'analyse d'impact budgétaire. L'objectif est vraiment de capter le différentiel de coûts découlant des prises en charge étudiées. Donc, si nous restons sur notre exemple d'un DMN qui nous permet donc d'aider au sevrage des personnes alcoolodépendantes, premièrement, ça sera d'identifier les postes de coûts mobilisés. Donc, il faut que ça reste des postes de coûts qui soient différentiels. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une diminution de passage aux urgences, ça peut
être une diminution d'un temps d'hospitalisation. Mais si les patients restent traités, par exemple, par le même traitement de fond, ce ne sont pas des postes de coûts différentiels et donc ils ne seront pas intégrés. Ensuite, il faudra mesurer ces ressources consommées. Là encore, certaines hypothèses devront être faites, puisque dans la mesure des ressources consommées, on va compter, par exemple, le nombre de passages aux urgences et le nombre de passages aux urgences évités, par exemple, par notre DMN. Là, ici, ce critère est un critère d'efficacité. Dans notre cas, par exemple, si nous restons toujours sur ce DMN pour aider au sevrage, qui concerne donc la baisse de ces passages aux urgences. Quelquefois, ça peut être simplement du suivi thérapeutique avec un nombre de consultations annuelles, par exemple chez un généraliste ou chez un spécialiste. Et enfin, la dernière phase, qui est la plus simple, concerne la valorisation des ressources. Donc, une fois qu'elles ont été identifiées et mesurées, il faut les valoriser. Comme vous l'a dit Fares, ici, c'est en perspective assurance maladie obligatoire, puisque, pareil, ça doit être aligné avec votre objectif, qui est de documenter les économies générées pour l'assurance maladie. Et donc, tout comme les données cliniques, là, il est attendu une discussion approfondie et une argumentation des données retenues, surtout sur les hypothèses qui ont dû être faites, notamment sur la mesure des ressources consommées. Concernant le choix des sources, pour la mesure des ressources consommées, comme ça peut être souvent le cas sur la mesure des données de suivi, avec le nombre de consultations, par exemple, qu'un patient va devoir réaliser, ça peut venir de différentes sources, notamment de sources de données en vie réelle. Et donc là encore, l'identification de ces sources doit être présentée, comme tout dossier économique, de manière rigoureuse et complète. Nous vous avons ici présenté un exemple concernant la présentation des résultats. Globalement, on attend exactement comme les analyses d'impact budgétaire qui sont pour les produits de santé que l'on peut appeler plus classiques, deux résultats. Le premier, c'est la population rejointe. Donc là, nous avons une population rejointe où nous considérons que 100% des patients sont traités par le comparateur dans le scénario sans dispositif médical numérique. Donc, on a un seul comparateur. Chaque année, il y a 100 individus qui sont traités par cette stratégie. Et là, déjà, nous avons formulé une hypothèse qui est une hypothèse de stabilité de l'incidence de la population, puisque chaque année, nous avons le même nombre de patients. Nous comparons ce scénario sans DMN avec le scénario avec le nouveau dispositif médical numérique, où là, nous voyons donc apparaître donc une répartition donc, du marché entre les deux stratégies, le comparateur et le dispositif médical numérique, avec une prise progressive des parts de marché par le dispositif médical numérique. Là, encore une fois, donc Fares vous l'a expliqué, c'est vraiment important de documenter cette montée en puissance de cette stratégie de santé au cours de l'année. Ça doit vraiment être déjà cliniquement plausible quand c'est une alternative à un scénario où il n'y a aujourd'hui aucun traitement. On peut s'attendre à une prise de part de marché beaucoup plus rapide. Voilà pour la population rejointe et nous attendons ensuite dans un deuxième temps, donc le cœur du résultat attendu qui concerne l'impact budgétaire. Ici, nous avons fait encore une fois un exemple fictif où nous avons donc considéré les deux scénarios. Premièrement, vous voyez sur les deux premières lignes un coût d'acquisition, c'est classique, qui est supérieur dans le scénario avec le DMN, puisque forcément, le DMN va générer un coût d'acquisition. On a donc sur les 3 années un surcoût qui est lié au coût d'acquisition des stratégies. Néanmoins, si on reprend toujours mon même exemple de DMN numérique pour aider au sevrage, il y a dans ce cadre-là des coûts évités qui sont par exemple une diminution des passages aux urgences ou des temps d'hospitalisation. Là, du coup, notre dispositif médico-numérique, malgré le surcoût, va nous générer des économies liées aux soins hospitaliers. Donc, sur les 3 années, on va finalement réussir à économiser une somme plus ou moins importante liée à ces coûts évités. Au total, malgré donc, le surcoût de la stratégie qui nous a quand même permis d'économiser certains coûts hospitaliers liés aux coûts évités des hospitalisations, l'arrivée de ce DMN va permettre de générer une économie pour l'assurance maladie.
Enfin, comme on vous l'a présenté et vous l'avez compris, surtout sur des stratégies de santé qui sont plus atypiques, les résultats bruts, comme je viens de vous les présenter, sont indispensables, mais il est indispensable d'explorer l'incertitude qui entoure ces résultats. Pourquoi? Puisque vous allez faire des hypothèses concernant les données cliniques que vous allez mobiliser, vous allez faire des hypothèses concernant les mesures des ressources consommées que vous allez identifier, et donc il est indispensable d'explorer cette incertitude entourant les résultats pour permettre d'avoir une documentation complète de l'impact budgétaire de votre DMN. Classiquement, donc ça, c'est toujours issu du guide de 2016, l'exploration de l'incertitude dans le cadre d'une analyse d'impact budgétaire. On s'attend donc à ce qu'il y ait 3 analyses de sensibilité. La première, qui est une analyse de sensibilité déterministe, où l'objectif va être de faire varier la valeur de chacun des paramètres qui sont intégrés dans le modèle. Donc, par exemple, le coût d'un passage aux urgences, on va faire varier sa valeur et on va voir comment ça va impacter le résultat. Donc, on va pouvoir avoir une estimation de l'incertitude associée aux valeurs des paramètres. Ensuite, nous allons faire une analyse de sensibilité qui explore les différents choix structurants, comme peut être donc, le choix des données cliniques, la durée de l'horizon temporel, la taille de la population cible. Donc, toutes ces analyses de sensibilité vont nous permettre vraiment d'explorer les grosses hypothèses que vous avez émises sur chacun des choix. Et enfin, c'est une analyse qui est quand même très importante, surtout dans le cadre de la finalité de cette analyse d'impact budgétaire, qui reste un outil d'aide à la décision pour le CEPS, en vue de vous aider donc à fixer votre tarif pour votre DMN. Et donc, il est attendu des analyses en scénario faisant varier le prix de votre dispositif médical numérique. Et donc, l'objectif maintenant de notre webinaire est terminé. On vous a présenté les grandes attentes que l'on en avait, et on veut surtout garder du temps sur un temps d'échange pour répondre à vos différentes questions. Et comme vous l'a précisé Valérie, ça se passera plutôt à main levée plutôt que par question dans le chat. Je vous en prie, donc je vous donne la parole. Si besoin, nous pouvons certainement retourner en arrière dans les diapositives, parce que j'ai vu la main de Madame Camus se lever à un moment. Est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, bonjour, je vous remercie. Donc, je suis Dorothée Camus, responsable accès au marché au SNITEM. Et en fait, c'est une question commentaire plus sur le vocabulaire qu'on utilise quand on parle des dispositifs médicaux numériques. Vous l'avez souligné en introduction, ces dispositifs médicaux numériques ont une définition qui leur a été attribuée par le décret télésurveillance. Ce sont des logiciels marqués CE, grosso modo. Mais en réalité, un petit peu plus loin, quand vous avez parlé de l'éligibilité, des dispositifs médicaux numériques à cette expérimentation, vous avez évoqué les DM dont la finalité est principalement atteinte grâce à leurs composantes numériques. Et donc là, moi, je comprends DM avec fonction numérique. Alors, ça a l'air de rien comme notion. Soit on parle, enfin, voilà, il y a la notion d'un DM numérique, c'est un logiciel. Et puis, il y a la notion d'un DM avec fonction numérique, qui n'est pas tout à fait la même, puisque ça veut dire que seraient éligibles à cette expérimentation des dispositifs médicaux, je dirais, solides, presque, mais qui intègrent une fonction numérique. Voilà. C'est juste une précision peut-être que j'ai mal compris, n'hésitez pas à me contredire, mais je pense que c'est important de dire que cette expérimentation n'est pas ouverte qu'aux dispositifs médicaux logiciels inscrits en tant que tels sur la LPP, ayant vocation à s'inscrire en tant que tels sur la LPP en tant que logiciel. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, nous, effectivement, le spectre, on va dire, c'est les dispositifs médicaux numériques, donc entendu logiciel à des fins médicales, donc, qui ont destination l'ALPP. Mais de ce que vous dites comme exemple, pour moi, ça peut rentrer parce que c'est, par exemple, un concentrateur en oxygène qui pourrait avoir un logiciel qui collecterait des données à des fins médicales. Est-ce que, par exemple, c'est ça que vous évoquiez? Oui, alors je n'ai pas forcément d'idée précise en tête, mais on pourrait, oui, ça pourrait être un exemple, c'est-à-dire un dispositif médical qui n'est pas que logiciel, en fait, mais qui a une composante logicielle dont
qui apportent une fonctionnalité médicale importante. Oui, pour C'est nous, ça rentre. compliqué. Voilà, pour vous, ça rentre dedans. Oui. Voilà, très bien. Merci Oui. beaucoup. Merci. Avez-vous d'autres questions, commentaires? N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. La main levée. Madame Préaubert? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question, alors qui n'est pas directement pour la HAS, mais j'imagine que vous en avez discuté avec lui. Moi, je voulais savoir, avant effectivement qu'on engage les industriels parce que vous disiez effectivement c'est moins lourd qu'une analyse d'efficience, mais néanmoins, c'est pas un petit travail que de faire une analyse d'impact budgétaire non plus. Et c'est vrai que c'est un engagement long et technique aussi pour des industriels et financiers. Et je voulais savoir quelle était la position du CEPS et comment il comptait en tenir compte vraiment. J'imagine que vous avez peut-être échangé avec eux sur ce point. Et est-ce qu'il est prévu que vraiment le CEPS s'en serve ou enfin, ne le laisse pas dans un placard? Enfin, j'exagère, mais voilà, mon idée, c'était de se dire dans quelle mesure aussi on peut convaincre les industriels d'aller faire cette démarche parce que ça va servir derrière. À vrai dire, tout ça s'est décidé en concertation avec le CEPS au cours de nos discussions. Encore une fois, dans l'idéal, tout le monde aurait préféré faire efficience plus analyse d'impact budgétaire, mais la première est quand même beaucoup plus compliquée à faire sur l'horizon, voilà, vie entière, enfin un horizon temporel très long et ça demande un effort substantiel. L'analyse d'impact budgétaire, d'après le Comité économique des produits de santé, il arrive que des industriels revendiquent des économies par pour l'assurance maladie, sans que pour autant le CEPS soit vraiment capable d'apprécier le bien fondé de cette revendication. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une analyse d'impact qui réponde à des critères méthodologiques et qui soit validée par la CESP, revue avec une revue critique par les chefs de projet de la HAS pour que le CEPS dise d'accord, on remarque qu'on peut effectivement espérer des économies pour l'assurance maladie. Maintenant, on n'a pas l'algorithme jusqu'à la fin, hein. Je ne peux pas vous dire, et je ne sais pas si le CEPS peut le dire lui-même, de quel type d'économie donnera quel type d'avantage en termes de prix. Ça, je pense que c'est quelque chose à négocier. Mais disons que l'idée, c'est bien que des revendications des entreprises soient prises au sérieux par le Comité économique des produits de santé. Merci beaucoup. Fabienne, midi. Votre micro est coupé. Oui, merci beaucoup pour ce webinaire qui est très, très important, très intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur les données et l'objectif en fait de cet impact budgétaire, puisque vous avez bien sûr parlé de l'importance d'avoir des données cliniques, mais là, on est sur des dispositifs dont l'impact attendu en premier lieu est plutôt organisationnel, surtout si on regarde un petit peu la façon dont il semblerait que la tarification soit construite avec une modulation qui commence par l'impact organisationnel pour aller à la fin s'il y a des impacts effectivement sur la mortalité ou la morbidité. Et donc, je voulais un petit peu avoir plus d'informations sur le type de données que vous allez accepter sur tout ce qui est impact organisationnel et qui ne sont pas forcément, bien évidemment, mises en évidence dans un essai clinique standard. Merci.
Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, hein, c'est l'élément le plus complexe de cette analyse d'impact budgétaire. Il y a peut-être 2 éléments de réponse. Alors, premièrement, les données cliniques, effectivement, dans l'idéal, on aimerait des données issues d'un essai clinique randomisé de phase 3. On est obligé quand même de transmettre ce message, mais on sait bien que c'est très complexe d'avoir ces données dans le cadre d'un DMN numérique. C'est pourquoi on sera à l'écoute de toute communication de données plus atypiques, si on peut les appeler comme ça, permettant de documenter votre impact organisationnel, qui va, comme toujours le même exemple que j'avais pris, hein, va permettre de documenter la diminution, par exemple, de passage aux urgences. Néanmoins, un point important quand même qui est à avoir en tête, c'est que cette expérimentation s'adresse uniquement aux dispositifs médicaux numériques qui revendiquent une ASA donc de 1 à 4, qui sont donc attendus comme ayant des effets importants sur la santé des patients. Et donc, pour démontrer cette efficacité et revendiquer ces ASA de 1 à 4, a priori, il est attendu qu'il y ait quand même des données cliniques plus ou moins robustes pour le démontrer. L'impact organisationnel pourra, dans tous les cas, être pris en compte par d'autres types de données et nous serons tout à fait à l'écoute de données moins classiques que celles qu'on peut voir dans le médicament ou dans des dossiers de DM, quoique même dans les autres dossiers de DM, ça reste complexe. Je ne sais pas si j'ai réussi un petit peu à vous rassurer sur ce côté-là, mais on est conscient de la difficulté de collecter des données classiques hein, sur ces dispositifs spécifiques. Je sais, Valérie, peut-être que… Non, pas grand-chose à ajouter, sinon que s'il y a bien… on sait très bien que l'impact organisationnel est pris en compte aussi par la CNEDIMS hein, Oui, au dans moment de l'intéressement. l'attribution de l'ASA et de l'ASR. Voilà, la question… Pour avoir un ASA ASR au moins de niveau 4, sans doute, il faut des données cliniques et des données sur l'impact organisationnel. Mais, et tout ça est pris en compte déjà par la CNEDIMS, mais l'impact organisationnel est aussi… enfin, je veux dire, l'analyse d'impact budgétaire est aussi un moyen de mettre en évidence cet impact organisationnel et de chiffrer son impact budgétaire. Donc, c'est plutôt un plus dans cette perspective de documenter l'impact budgétaire. Je ne sais pas si nous avons répondu à ta question, Fabienne. Oui, merci. C'était surtout sur les données qui étaient attendues, sur tout ça, si ça pouvait venir d'experts, si ça pouvait venir de registres, si ça pouvait venir, enfin, plutôt des données de vie réelle, en fait. Oui. Oui, complètement. Hein. Sur les données de vie réelle, ça pourrait être accepté. Alors, les données d'experts seront peut-être à considérer dans un dernier recours. Et encore, voilà, on ne se prononcera pas maintenant sur l'acceptation potentielle de ces données par la HACES, mais en tout cas, les données de vie réelle, oui, sont largement des données qui pourront être mobilisées. Monsieur Massetti. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Marc Massetti de Public Health Expertise. J'avais une question, je suis désolé, j'ai loupé certaines questions peut-être qui a déjà été posée. C'est s'il était possible d'envisager de modéliser uniquement un impact sur les consommations de ressources liées aux soins en revendiquant une approche un peu conservatrice, quand justement cette approche en lien avec ce que disait Fabienne Midi, l'approche en lien avec les données cliniques peut être un peu complexe ou qu'on n'a pas assez de données. Est-ce que du coup on peut explorer l'impact budgétaire de façon conservateur en ne considérant que l'impact organisationnel sur les consommations de ressources? Oui, complètement, puisque l'impact organisationnel va se caractériser essentiellement par une économie de ressources et par un impact sur les ressources. Néanmoins, c'est pour documenter cet impact sur les ressources, il sera attendu que ça soit documenté à partir de données cliniques, ou médico-administratives, si c'est un peu le sous-entendu de votre question, ou comme le disait Fabienne Midi, hein, à partir de données en vie réelle. Donc oui, dans un choix conservateur, il pourra être modélisé le seul impact organisationnel de votre DMN en se concentrant sur des économies de ressources, mais à partir quand même de données robustes et pas simplement des dires d'experts sur un impact organisationnel.
Ok, très bien, merci. C'est exactement le sens de ma question. Si je peux en poser une deuxième, ça ne vous dérange pas? Bien sûr. Je me demandais pourquoi ce dispositif était spécifiquement mis en place pour les dispositifs médicaux numériques. Pourquoi pas étendu à tous les dispositifs médicaux ou à des médicaments qui éventuellement voudraient pas aller par le processus efficience et ne seraient pas fondamentalement éligibles et dans un cadre imposé? Alors que, comme je le disais en introduction, en fait, c'est quelque chose qui a émergé quand on a révisé les critères d'éligibilité des produits de santé. Mais c'est vrai qu'on a identifié plus particulièrement les dispositifs médicaux numériques qui sont en plein essor en ce moment et avec, on a l'impression, un potentiel justement sur l'organisation, une optimisation de l'organisation des soins et donc un impact sur le budget. Donc c'est une expérimentation, hein, c'est l'objet d'élargir un petit peu le champ en termes d'ASA, d'ASR revendiqués sur ces deux dispositifs-là. Après, il y aura une évaluation à mi-parcours et en fin d'expérimentation. Et en fonction de ce qu'on aura observé au cours de cette expérimentation, on tirera des conclusions et on pourra, je pense, adapter dans un sens ou dans l'autre ces critères-là. Oui, c'est vraiment basé sur ce qu'on attend de ces dispositifs numériques. Parce que si on regarde les évaluations d'impact budgétaire qui ont été soumises à la CESP depuis le début et validées par la CESP, si je me souviens bien, pour l'EDM, on a un seul impact budgétaire négatif validé. Et pour les médicaments, on n'a pas vérifié, mais je ne sais pas si nous avons déjà vu ce cas d'économie, enfin d'impact budgétaire. Disons que je ne dis pas que ça ne pourrait jamais arriver, mais en tout cas, on n'a pas croulé sous les cas d'impact budgétaire négatif pour les médicaments. Madame Ok, Préaubert. merci. Oui, merci. C'est encore moi, excusez-moi. Moi, j'ai une question par rapport à l'expérimentation en tant que telle, c'est-à-dire que vous avez parlé d'un bilan à mi-parcours et un bilan à 3 ans. Je voulais savoir ce que vous en attendiez, vous. Quels seraient les critères quels sont les critères qui feront que cette expérimentation deviendra peut-être une pérennisation? J'imagine que vous en avez discuté en interne à l'HAS. Qu'est-ce que vous attendez et comment allez-vous évaluer finalement le succès ou pas de cette expérimentation et comment vous allez mesurer ça? Je pense qu'on verra notamment au nombre de dossiers, de demandes qu'on aura sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, il y en a très peu. Il y a très peu de dispositifs, de demandes qui sont déclarées éligibles à l'évaluation médico-économique. Donc là, le but, c'est de voir si sur la partie analyse d'impact budgétaire, on aura quelque chose côté dispositifs médico-numériques. Et après, il y aura d'autres critères en fonction, je pense, aussi des discussions avec le CEPS et de l'aboutissement ou pas, et des conclusions aussi finalement qu'il y aura dans les demandes et peut-être aussi du type de dispositifs qui seront ciblés. Si vous avez d'autres. Oui, c'est ça. On n'a pas déterminé complètement les critères d'évaluation. Je pense qu'il faudra que ce soit un bilan partagé avec le CEPS, avec les entreprises, qui sera basé sur le nombre de dépôts, les nombres de dossiers qui sont validés, et puis une idée de ce que le comité et les entreprises en tirent au moment de la négociation. Parce que le but de l'objectif de toute cette expérimentation, c'est bien d'éclairer la négociation entre le CEPS et les entreprises. Donc ça pourrait être éventuellement une expérimentation qui est reconduite au bout de 3 ans, Oui, si on n'a pas de résultats suffisants sur ces 3 premières années, le temps que ça se mette en route, etc. Oui, tout à fait, parce que 3 ans, c'est très court en fait. Oui, très bien, merci. Très bien. Oui, du coup, je rebondis sur une des questions de tout à l'heure, là, sur le fait qu'effectivement, cette expérimentation, elle a été faite avant la mise en place de la liste des activités de télésurveillance. Et je me disais que c'était dommage
de ne pas étendre, justement pour avoir potentiellement plus de dossiers et pour voir une applicabilité de l'impact budgétaire sur des dispositifs médicaux qui seraient un petit peu différents. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas l'étendre à tous ces produits qui vont être sur la future liste des activités de télésurveillance. Et je me demandais si vous vous étiez, voilà, si vous aviez envisagé cette ouverture de l'expérimentation. Alors, en fait, c'est techniquement pas possible, on va dire, parce que donc côté télésurveillance, c'est des forfaits qui font l'objet d'une autre liste particulière, spécifique, et qui ne font pas l'objet de négociations avec le CEPS. C'est des forfaits fixés à l'avance, on va dire, alors que là, c'est vraiment pour faciliter les échanges avec le CEPS qu'on a ciblé ces dispositifs-là. Merci. Je sens que Madame Dorothée-Camus avait levé la main. Avez-vous d'autres questions ou commentaires? Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Non? Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Vous l'avez compris, de nombreux guides, enfin plusieurs guides ont déjà été publiés pour vous aider à la fois dans cette démarche particulière et puis dans l'analyse d'impact budgétaire. Les équipes de la HAS restent à votre disposition et sont prêtes à vous accompagner. Donc, je vous encourage à poser des questions quand vous pouvez. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pourrez regarder le replay qui sera posté prochainement. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.